Bon, les amis, on m'a posé une question en début de semaine. J'ai trouvé intéressante, ça m'a fait sourire. En fait, en gros, on m'a demandé c'était quoi le conseil que je me serais donné avant de démarrer mon SaaS. Et en fait, s'il y en avait qu'un seul, ça serait facile à répondre. Mais le problème, c'est que comme tu apprends tous les jours et que tu fais une tonne d'erreurs, finalement, c'est plus une série de conseils qui prendrait des heures à expliquer. Et donc je me suis dit ce serait marrant de faire un épisode en fait où ce serait un exercice où je me donnerais par exemple 10 conseils que j'aurais aimé savoir en fait avant de démarrer mon SaaS. Et surtout alors ce ne sera pas des conseils techniques, enfin il y aura un peu de tout, mais ce serait plutôt des conseils où pour le coup j'ai vraiment fait des erreurs qui m'ont soit coûté du temps, soit coûté de l'argent, et peut-être aussi des choses en rapport avec le mindset. Et là, c'est là où je me suis souvenu que j'avais pris plein de notes dans des podcasts de SaaS, et qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose en rapport avec le mindset, je le mettais dans un document Notion. Et en feuilletant en fait le document, ça a été assez simple parce que j'ai pu me construire 10 conseils en fait que je me serais donné à moi-même au niveau du mindset, par exemple, des challenges et des erreurs à éviter pour un SaaS maker. Et je me suis dit que ça pourrait donner vraiment un épisode super intéressant, tout en justement faisant une rétrospective sur des choses que j'ai pas forcément très bien réalisées. Donc voilà, c'est quelques conseils que je me serais donné il y a 10 ans, avant de démarrer mon premier projet SaaS. Alors, bien évidemment, ces conseils, ils ne seront pas forcément vrais pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs le premier point de ces conseils, c'est que, en fait, un des trucs qui m'a le plus surpris, c'est que là, maintenant, je pense que j'ai dû en écouter à peu près 200 des interviews de gens qui font des SaaS. Et à la fin, après avoir écouté quand il y en a 100 sur SaaS Club, je pense, quand j'en ai écouté 100, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent. En fait, il n'y a pas un épisode qui est le même que l'autre, où tu te rends compte que les gars, ils ont fait strictement la même chose. Et en fait, c'était assez intriguant, et c'est d'ailleurs ce qui rend l'entrepreneuriat passionnant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de méthode. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des trucs où tu te dis, mais jamais de la vie, il faut faire ça, tu vois. Genre, tu vas droit dans le mur, et en fait, ça marche. Et tu bugs, en fait, tu te dis, mais wow, c'est un sacré concours de circonstances. Et non, en fait, non, c'est juste parce que la personne a vraiment bien exécuté, et elle a vu les choses. Alors des fois, il y a toujours une part de chance dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi une grosse part de travail. Et c'est vraiment surprenant de voir qu'il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent. Donc le premier conseil que je me serais donné, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui font des choses qu'on ne recommanderait absolument pas, et pour qui ça fonctionne. Et donc, le but, c'est d'éviter de trop se comparer et de faire son bout de chemin. Parce que si jamais vous êtes en mode à essayer de comprendre comment chaque personne l'a fait, je pense qu'on peut rentrer très vite dans des stratégies et dans des schémas mentaux où ça va nous faire beaucoup de frustration, et surtout pas de la frustration en fait, mais de l'indécision. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui... il n'y a pas de méthode. Et c'est d'ailleurs la métaphore très connue de tu donnes des ingrédients les mêmes ingrédients à deux personnes, et en fait la probabilité qu'ils fassent le même gâteau, elle est extrêmement faible, malgré qu'ils ont eu des mêmes ingrédients, parce qu'il y a plein de mini choses qui font que l'aventure le gâteau sera totalement différent. Et ça, j'avais justement une anecdote sur ça, donc je vais vous la lire. En fait, il y a là où j'en ai vraiment pris conscience, c'est quand j'écoutais un épisode de Benjamin Cohen. C'est le gars qui a construit Wisepop. Donc Wisepop, c'est un SaaS qui permet d'installer des pop-ups sur son site, entre autres. Et donc il expliquait qu'il n'était pas à l'aise avec le fait de s'associer avec un développeur qu'il ne connaissait pas. Et ça, on peut le comprendre, parce que c'est vrai que pour le coup, quand tu t'associes avec quelqu'un, tu as plutôt intérêt d'avoir un bon feeling, parce qu'on est sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'il s'est naturellement tourné vers une agence solide en technique, malgré que tout le monde lui ait dit qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Et j'aurais été le premier à le dire aussi. Ça va te coûter beaucoup d'argent, ça va probablement pas marcher, et puis en plus tu vas être totalement dépendant, parce que tu es dans une situation de dépendance. Et il continue en disant que c'est aussi ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de vérité générale, et il n'y a pas qu'un seul chemin. Il ne voulait pas une agence web, il voulait une agence de dev qui avait déjà travaillé avec des gens qu'il connaissait. Le problème avec une agence, c'est que ton équipe technique grandit pas au fur et à mesure que ton projet grandit.
c'est aussi un risque de faire rentrer l'agence au capital. Et il vaut mieux garder une relation client-fournisseur. Et ça, c'est vrai que pour le coup, quand on commence à bosser avec une agence, en fait, c'est totalement différent. Parce qu'en fait, ton produit scale, il ne va pas scaler avec l'agence. Et surtout, tu es vraiment dans une situation de dépendance, ne serait-ce que financière. Parce que tu dois, si tu n'amènes plus l'argent, c'est terminé en fait. Et donc, il a pu se détacher de l'agence lorsqu'il a recruté son premier dev salarié. Et il a aussi retravaillé pour un deuxième produit avec la même agence. Et ça s'est mal passé cette fois-ci car ils avaient des mauvais devs et ils ont perdu beaucoup de temps et d'argent. Mais par contre, le premier projet a extrêmement bien marché et ça a été une bonne association. Et progressivement, en fait, il a pu développer son MVP. À l'époque, je crois qu'il travaillait pour Amazon. Donc, en fait, il investissait une partie de ce qu'il gagnait dans le développement du produit avec son agence. Et ça, en fait, quand on entend ça, tu te dis, bon, bah ouais. Tu vois, moi je suis plein d'idées reçues sur l'entrepreneuriat. Je dirais, faut surtout pas faire ça. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a, il y a des fois, ça fonctionne. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Vraiment des trucs où tu te dis, mais. Ou des fois, des gens qui font tout bien, et en fait, ça marche pas. Et tu te dis, c'est trop bizarre. J'aurais pas fait mieux qu'eux pour le coup. Donc, voilà le premier conseil que je me serais donné. C'est faites votre bout de chemin. Et il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent. Et c'est de pas trop de copier d'autres exécutions. Le but, c'est d'être en action, en mouvement. Et je pense que. On en reviendra après, mais c'est un des deuxièmes conseils, c'est que c'est très lié avec l'agilité. Et ça, cette notion d'être tout le temps en action, ça enlève beaucoup d'angoisse en fait de pas être dans la comparaison et de se dire, je fais mon bout de chemin, je verrai bien où ça me mène, et puis après tout, voilà. Je vais pas forcément à chaque fois essayer de trouver le truc parfait, etc. Parce qu'en fait, tu le trouveras jamais. Il n'y a pas de chemin parfait, il y a juste ton chemin, tu vois. Et malheureusement, il est court pour certains, long pour d'autres. Et ça dépend de tout un tas de trucs. Alors, le deuxième conseil que je me serais donné, c'est qu'il y a aussi un élément extrêmement important à connaître. C'est que le marché, c'est vraiment un accélérateur. Et en fait, il y a cette phrase intéressante. Alors, j'y pensais, je n'avais pas réfléchi quand j'ai écrit cette note, mais c'est The market don't care how smart you are. Et le marché, il n'en a rien à faire, en fait, de citer Einstein, etc. La réalité, c'est qu'il y a des produits qui sont extrêmement bien conçus et qui vont galérer à récupérer plus de 50 € par mois par client parce qu'ils sont dans quelque chose qui est très proche du nice to have, ou un petit peu, mais ils sont pas vraiment... Ou alors ils galèrent parce que je sais pas, la valeur perçue n'est pas là. Et c'est très très difficile, ça demande beaucoup de temps. Et malgré que le produit soit parfait, super joli, etc. Il y en a d'autres, et ça je l'ai vu, où le produit il est vraiment fait avec les pieds. Même pas, c'est vraiment pas bien fait, mais par contre ça va très vite, il déroule. Et en fait, ils vont avoir aucun mal à faire payer les gens directement 100 €. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant, parce que c'est le marché en fait qui fait et la valeur en fait de ton produit. Ça, c'est totalement inégal entre les projets. Tu as des projets qui galèrent à faire payer les gens 50 € par mois et d'autres en fait pour qui payer 100 € par mois, là, c'est pas du tout un problème. Et c'est aussi l'une des choses qu'il faut prendre en compte lorsque l'on est, quand on démarre son SaaS, c'est de bien se rendre compte que il va probablement, en fait, on va souvent créer un produit qui va être la succession d'une série de pivots pour ajuster une boussole vers quelque chose qui va être de plus en plus dans le must-have en fait. Et ça, on le voit très vite, hein, des produits qui démarrent sur une idée et puis en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a qu'un petit truc qui marchait, qui avait de la valeur chez eux, et ils pivotent là-dessus. Un très bon exemple sur ça, c'est Wallaxy. Wallaxy, quand ils ont démarré, c'était un SaaS pour les campings qui permettait aux campings de gérer plein de trucs. Et en fait, ils galéraient. Tiens, c'est vraiment l'exemple là. Ils galéraient en fait à faire payer les gens. Les gars, l'ICP qu'ils visaient, en fait, ils n'arrivaient pas à avoir la valeur. Puis ils avaient développé un plugin pour envoyer des messages automatiquement sur Facebook ou je sais plus trop quoi. Et ça, par contre, en fait, ils arrivaient. C'était beaucoup plus simple à faire payer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, ils ont cramé tout le cash qu'ils avaient sur leur compte. Et puis, à un moment, quand il te reste 2 mois de cash, tu commences à te dire, peut-être falloir que je fasse de l'argent. Et ils ont pivoté vers, ils sont complètement en fait changé de marché, tu vois. Et ça, c'est un deuxième conseil que je me serais donné, vraiment sur cette capacité à se dire, ok, tu vas démarrer sur un marché, mais par contre, dis-toi que c'est probable que tu vas, par une succession de pivots, tu risques de pouvoir pivoter. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il est très important de dire non. Il faut savoir dire non.
il faut se concentrer uniquement sur un ICP au début, un seul ICP. Ça, c'est une deuxième erreur, et ça revient avec le fait quand on se concentre sur un marché, c'est que tous les gens qui veulent trop en faire et qui ont plusieurs ICP, c'est un casse-tête. Moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là, c'est un casse-tête. Quand tu as deux ICP différentes qui n'ont pas du tout le même niveau de churn, qui n'ont pas du tout les mêmes attentes dans les fonctionnalités, qui n'ont pas besoin des mêmes trucs, mais qui arrivent mais qui trouvent un petit peu de valeur dans ton produit, tu te trouves avec des fois deux stratégies à faire et ça, c'est un casse-tête. Donc en général, ce que tu fais, et j'ai fait une vidéo sur ça sur le churn, n'hésitez pas à la regarder, c'est que tu prends le persona qui churn le moins et tu te concentres dessus. Parce qu'à la fin, un SaaS, très souvent, le churn, c'est ce qui définit vraiment son succès. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel je suis intimement convaincu et dans lequel je base toute ma stratégie. Moi, c'est le churn. C'est vraiment pas le MRR, c'est quelque chose que je regarde forcément, mais le churn est vraiment une métrique que je ne sous-estime pas et pour lequel je mets énormément d'énergie. Et le fait aussi de ne pas se concentrer de se concentrer uniquement sur un ICP, c'est aussi d'éviter les grands groupes si on n'a pas l'expérience de bosser avec eux. Au début, et quand on fait un produit, ce qu'on veut, c'est voir si les gens payent pour faire notre produit. Et on n'a vraiment pas le temps de faire des POC ou de faire des... Sauf si vous avez levé de l'argent, etc. Et que votre marché, à ce moment-là, vous vendez à... Je ne sais pas si quelqu'un, il vend... sans solution ne peut être vendu qu'à des grands groupes. À ce moment-là, oui. Mais quand on démarre un SaaS, si on n'est pas vraiment dans cette situation-là, qu'on n'a pas d'expérience avec les grands groupes, essayez de construire votre produit au début avec les PME et les startups. C'est très important. Ce sera beaucoup plus facile de les faire vendre, de récupérer le feedback, etc. Après, je suis d'accord, il y a des produits qui peuvent se vendre que pour les grands groupes. Il y en a plein. Des produits dans la défense, forcément, tu n'as pas 150 clients. Donc là, tu vas être dans des stratégies d'ABM, etc. qui vont être... Mais je vois des gens, des fois, qui sont... Tout comme il ne faut pas se concentrer sur deux ICP, à la fois des grands groupes en clients et des PME, ça peut être très difficile à gérer, en fait. Parce qu'en plus, d'ailleurs, les grands groupes au début vont vous demander des fonctionnalités de SSO, de two-factor authentication, tout un tas de trucs en rapport avec la sécurité qui font que ça, c'est pareil, ça se développe pas en 5 minutes. Donc voilà. Et donc, avec ce conseil-là, qui est que le marché, c'est un accélérateur, j'ai mis 3 quotes. Alors, je vais vous les lire. Hein. C'est un peu pour appuyer mes propos. La première quote, elle vient de Laura Pallier, de Regate. Dès le début, on avait décidé de vendre la solution aux entreprises et aux experts comptables. On a eu un peu la naïveté de croire que le même produit permettait d'adresser les deux besoins. On s'est rendu compte que les experts comptables étaient plus compliqués à attaquer parce qu'ils n'avaient pas le même besoin. Même si finalement aujourd'hui la base du produit reste la même, il y a quand même des fonctionnalités qu'on a fait spécifiquement pour les experts comptables. Et en fait, leur logiciel, ils sont partis du postulat au début parce que c'était, on va dire, une plus intéressant de se dire qu'en fait les experts comptables et les solutions aux entreprises, et les entreprises en fait ça allait leur plaire, donc allez-y, concentrons-nous sur ces deux ICP là. Et la vérité c'est que dans la pratique, comme ils l'ont dit, les experts comptables ils ont besoin des trucs, des fonctionnalités qui étaient un petit peu différentes, qu'il a fallu développer, et progressivement en fait ils se sont concentrés d'abord sur les entreprises et ils ont dû revenir sur ce focus là au début, même si elle dit qu'après bien sûr ils ont commencé à avoir des experts comptables, mais ça s'est fait en 2 temps. Donc toujours un seul ICP. Une autre quote de Marc Copy, donc c'est un SaaS, et c'est Selim qui racontait ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent de MVP, mais trop peu qui parlent de go-to-market. Alors le go-to-market, d'ailleurs je l'avais demandé à ChatGPT, alors attendez. Le terme go-to-market, donc ça désigne une stratégie ou un plan d'action qu'une entreprise utilise pour lancer un produit ou un service sur le marché. Cette stratégie inclut souvent une analyse du marché cible, la création d'un message marketing, la sélection des canaux de vente, des distributions et la mise en œuvre d'une stratégie de prix. L'objectif principal est de fournir un plan clair et efficace pour atteindre les clients et réaliser des ventes. Et donc ça revenait à ce que je disais juste au début sur quand je parle de marché, je parle aussi de go-to-market. Et ça, c'est pareil, le go-to-market, c'est quelque chose qui va avoir énormément d'impact sur votre boîte. Ali El Hariri de Bulldozer, lui, il avait plus un retour à faire sur les grands comptes. C'est quand tu bosses avec des grands comptes, tu peux te retrouver à faire des POC sur POC, et il y a donc des proof of concept, et il n'y a jamais rien de concret qui voit vraiment le jour. Il faut aussi faire attention aux budgets qui sont validés annuellement. Il faut aussi partir du principe que ton premier RDV est le premier d'une très longue suite de rendez-vous.
C'est pour ça que dans les bouquins de SaaS, on t'apprend à travailler avec les SMBs plutôt au début, pour itérer quand c'est possible et de monter en gamme par la suite. Et il y a un podcast que j'écoute en ce moment qui est super intéressant, ça s'appelle Silicon Carnet. Et il y a quelqu'un dedans, alors j'ai oublié son prénom. Attendez, je vais vous retrouver la quote parce que je l'ai noté dans le Discord. Laissez-moi une minute. Si je viens là. Voilà, j'ai là. Il s'appelle Pierre Gobil. Et en fait, il a dit un truc que j'ai kiffé. Alors attendez. L'idée de croire que vos clients vont vous aider à formaliser ce que doit être votre produit est hyper dangereux. Les clients comprennent leurs problèmes en revanche. Ils connaissent très mal la solution qu'il faut mettre en œuvre pour régler ce problème. D'ailleurs, sinon, ils l'auraient fait. Donc monter une roadmap avec un client, c'est de mon point de vue hyper dangereux. C'est pour cela que j'ai beaucoup de mal avec les POC. Donc la réalité, elle est simple. Tant qu'un client ne vous donne pas un chèque, il ment. Faites du business. Si les gens ne sont pas prêts à payer, dites non. Ne faites pas un POC. Passer par un POC, c'est une faillite de la proposition de valeur. Soit on a de la valeur et on vend, soit on n'a pas de valeur et on passe son chemin. Et ça, j'avais trouvé sa remarque très pertinente parce que moi, je ne peux jamais vraiment trop travailler avec les grands comptes, mais je vois beaucoup d'amis autour de moi qui font des POC et qui se plaignent souvent de tout un tas de stratégies qu'ils mettent en place, etc. Et en fait, je me rends compte que quand tu démarres, faire un POC, voilà. Et franchement, évitez de vous mettre dans cette situation-là au début. Sauf si, bien évidemment, vous vendez une solution qui peut vendre uniquement en grand compte. Mais en règle générale, si ce n'est pas le cas, comme me disait d'ailleurs Bulldozer, vous dégagez ça en fait et vous vous concentrez d'abord avec les SMB au début pour itérer quand c'est possible. Et ensuite, vous pouvez monter en gamme. Et c'est d'ailleurs en ce moment la stratégie que est en train de suivre Crisp. Crisp, ils ont démarré au début avec les SMBs et puis maintenant ils sont en train de monter en gamme autour de leur primitive. Et c'est super intéressant d'écouter Baptiste sur ces sujets-là parce que tu comprends en fait qu'ils sont passés un cap et surtout que ça a été quelque chose de progressif. Ils ne sont pas arrivés direct en tapant les grands comptes. Et déjà parce qu'il faut beaucoup de moyens. Donc voilà, le deuxième conseil que je me serais donné, c'est que le marché est un accélérateur et que c'est quelque chose qui va coordonner énormément de choses dans l'existence de votre boîte. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut passer beaucoup de temps. Et surtout qu'il ne faut pas passer du temps, observateur. Très observateur. Et le meilleur moyen d'observer les choses, c'est de regarder ces métriques. C'est de définir des métriques, parce que les métriques sont des proxys vers la vérité. Et derrière, une fois qu'on a défini nos métriques, c'est de les analyser et de comprendre qu'est-ce qui se passe pour voir où est-ce qu'il faut ajuster la boussole. Parce qu'en fait, faut être là pour le coup, faut avoir un très bon instinct ou être chanceux pour viser le nord du premier coup. Le troisième conseil, c'est que je pense que quand on démarre, en fait, c'est important d'être naïf. Il ne faut pas vraiment se soucier de la concurrence. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est très cher. Moi, je dis toujours, je suis en compétition avec moi-même. Et le but, en fait, c'est de faire mon bout de chemin. Et je sais que je fais plein d'erreurs et je sais que j'avance des fois pas toujours rapidement. Mais je m'en fous, en fait. Je suis en compétition avec moi-même. Le but, c'est d'avancer, de faire un pas chaque jour et d'avancer dans une direction. Et pourquoi je fais ça ? C'est parce qu'en fait, ça m'enlève l'angoisse. Parce que quand tu es dans une notion où tu es tout le temps en train de voir le résultat des autres, en fait, tu finis toujours par te dévaluer toi-même. Et c'est un peu comme les gens qui regardent Instagram et qui ont l'impression que les gens, ils ont une super vie et qu'en fait, toi, ta vie, elle est toute pourrie, tu vois, parce que tu voyages pas beaucoup, etc. Ou que, enfin, je sais pas, tu vois, ou que t'es pas dans les plus grands restaurants, etc. Mais en fait, tout ça, on est tous d'accord pour dire que c'est une déformation de la réalité et que Instagram, la narrative d'Instagram, c'est que tout doit être beau, en fait. Donc, tu as une amplification du beau et ça fait que très souvent, on est très loin de la réalité de la personne, de la vie de la personne. Et ça, c'est la même chose, en fait, dans les startups. Donc, il faut, je pense, se comparer le moins possible et il faut se dire, vas-y, tu sais quoi, moi, je suis en compétition avec moi-même. Et avec mes cofondateurs, on est tous ensemble, on est en compétition avec nous-mêmes. Et en fait, on avance dans une direction, tu vois. Et on kiffe ce qu'on fait et on avance. Et ça, moi je trouve que ça rend l'aventure plus agréable. Et puis de toute façon, c'est ce que j'ai expliqué après, c'est que les cas des winner takes all, en fait, ils sont pas toujours vrais. Ça a été quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans les années 2013 avec l'arrivée du Uber, etc., d'Airbnb. Ça a été la phrase les winner takes all, winner takes all. Et en fait, ça fait que tu es toujours dans une course à la montre où tu peux être le dernier, en fait, où tu penses qu'il n'y en a qu'un. Et je pense que c'est une erreur parce que déjà, et ce serait bien si beaucoup de gens avaient conscience de ça dans le monde, c'est que le gâteau, je pense pas qu'il soit fixe. C'est-à-dire que quand tu prends une part, tu prends pas forcément toujours la part de l'autre. Il y a des fois où peut-être le gâteau est grossi
Et toi, en fait, quand tu prends une part, des fois, tu crées même toi-même une part. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Uber. Uber, ils n'ont pas forcément pris le marché taxi. Ils ont aussi créé un autre marché totalement alternatif dont j'ai fait partie, parce que j'avais pas de voiture pendant des années, parce que Uber me satisfaisait, alors qu'avant, ça aurait été impossible. Et ça, c'est quelque chose qui... c'est cette notion de gâteau qui n'est pas fixe. Je trouve que c'est un bon mindset à avoir. Et de se dire, voilà, le gâteau il va grossir de toute façon, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va adresser une niche et on va le faire du mieux possible. Et ça, c'est super intéressant, parce que, et je vous recommande de regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue, sur le framework NPE, Narrative Primitive Enablers, que j'ai sorti il y a quelques semaines, parce que, et je l'ai envoyé à tous mes amis, ils ont tous dit que c'était vraiment super intéressant. Je comprends pas que ce framework il est pas connu, parce que ça m'a changé. Et cette notion en fait de se dire qu'on attaque une niche, ça peut vous rendre extrêmement sharp sur le sujet. Par exemple, j'ai mis un exemple de TweetHunter. TweetHunter, en fait, quand ils ont démarré, ça vous permettait de planifier des tweets, de trouver des tweets, etc. à mettre en place. Et ils étaient quand même dans un marché où tu avais quand même des gens assez solides. Tu avais Hootsuite, tu avais Buffer. On parle de boîtes qui font plusieurs millions d'ARR. Et ça peut être très... ça peut être super intimidant, en fait, de démarrer là-dedans. Mais pourtant, la vérité, c'est qu'ils ont été meilleurs sur la niche de Twitter. Ils ont été bien meilleurs. Et la plupart des gros Twitter, des tweetos, ils étaient en train d'utiliser TweetHunter, ils n'utilisaient pas Buffer, etc. Et pourquoi ? Parce qu'en adressant une niche, boum, tu peux être plus pertinent. Et donc cette notion aussi de se dire qu'on est en compétition avec nous-mêmes, la concurrence c'est bien, mais les gros mastodontes, on va pas trop les regarder. Nous, on va essayer d'adresser une niche, on va le faire extrêmement bien. Notre primitive, on s'en occupe, et chaque jour on avance, on l'améliore. Et moi je trouve que ça enlève beaucoup d'angoisse au quotidien, et je pense que c'est la bonne approche psychologiquement. En tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi ça allait. Et je vous suis d'ailleurs de Thibault Louis Luca de TweetHunter. Le problème des approches comme Buffer ou Social Sprout, c'est que tu peux pas aller en profondeur sur un réseau social. En étant dans une niche, on a pu sortir des fonctionnalités comme l'auto-DM que personne d'autre n'a fait avant nous. Et ouais. La niche permet de rendre les autres totalement impertinents quand elle est bien adressée. Et surtout, elle nous simplifie la vie. Parce que c'était 2 personnes au début, TweetHunter, je crois bien. Ça nous simplifie la vie en termes d'exécution de roadmap et de produits. Donc, mais par contre, si on est quelqu'un d'extrêmement ambitieux et de très pressé, etc., et qu'on se met à attaquer toute les niches d'un coup, parce qu'il y a du FOMO, tu vois, non, il faut tous les réseaux sociaux. En fait, la première victime, c'est plutôt nous, parce que et nos clients aussi, parce que ça va être impossible de faire un travail extrêmement sharp sur une niche, sur un réseau social. Donc voilà, le 3e conseil, c'est qu'il faut être naïf et il faut toujours se dire qu'on est en compétition avec nous-mêmes et que le but, c'est de faire notre bout de chemin. 4e conseil. Et ça, c'est un conseil qui revient aussi beaucoup avec le 3e, et je voulais le mettre parce que c'est un des conseils que je me serais donné. Alors, le plus important, c'est de penser long terme. Le long terme, c'est quelque chose qu'on doit vraiment remettre au centre de notre réflexion. Je pense que tous les gens qui sont court-termistes et qui veulent faire du quick money, etc., ça marche pour certaines personnes. Il y a des stats, je les ignore pas. Mais c'est très souvent... c'est très souvent inefficace. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'en connais une tonne. En 2016, ils se sont mis à fond sur tout ce qui était dropshipping. Après, ils se sont mis à fond sur tout ce qui était crypto. Et puis après, ils se sont mis à fond sur tout ce qui était AI. Et puis, va savoir dans 2 ans encore sur quel hype ils vont surfer. La vérité, c'est que 5 ans plus tard, il n'y a toujours rien. Même 10 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que ils ont pas... ils se posent les mauvaises questions. Pour moi, je pense qu'il faut penser long terme et que la chose la plus importante, c'est de se demander si on est prêt à passer 10 ans sur ce projet. Et les pivots, en fait, et aussi sur les pivots qui vont suivre. Et tous les gens qui font un SaaS et qui pensent et qui sont pas prêts à bosser 10 ans sur leur produit, je pense que beaucoup sont à côté de la plaque. Et Valorant, on en avait même parlé dans un des épisodes qu'on avait fait, c'est qu'en fait, si jamais ton truc il fonctionne, t'es là pour 10 ans en fait. Ou 7 ans, j'en sais rien, il faut regarder la moyenne des exits. Et puis même encore, quand tu vends, tu dois encore bosser derrière sur ton produit pendant certaines années, tu te casses pas comme ça, c'est assez rare. En général, tu as toujours 1 an ou 2 avec des objectifs à atteindre pour débloquer les fonds que tu as sur la revente. Donc, ça dépend des deals. Donc vraiment, cette notion de 10 ans, tu as plutôt intérêt de kiffer ce que tu fais.
Parce que sinon, ta vie, elle va pas être top top. Donc, une fois qu'on est en accord avec soi-même sur ce point, une fois qu'on se dit, ok, ce sujet-là, il m'intéresse, je veux travailler 10 ans dessus, et je suis prêt à mettre les moyens pour y arriver, et ben le deuxième point, qui est aussi très important, ça va être le point de l'argent. Parce qu'il faut avoir, il y a personne qui a 10, c'est très rare les entrepreneurs qui ont 10 ans de cash devant eux, etc. Et là, va arriver, eh bien, soit un bootstrap. Et notre objectif, et j'ai fait une vidéo aussi sur le bootstrapping que vous pouvez regarder, c'est d'arriver de manière péjorative, hein, ce que les gens, ce qu'on a un ami à moi appelle le fuck you money. C'est-à-dire que tu arrives au moment où tu as. Alors, d'autres, ils appellent ça le ramen profitable. Mais j'aime bien le fuck you money. Parce qu'en fait, ça veut juste dire que tu arrives au moment où tu peux dire non à tout. Tu dis non au CDI, tu dis non au freelance, tu dis non à tout ça. Tu as assez d'argent pour survivre et pouvoir te concentrer en fait sur ton produit. Donc, ça, c'est l'objectif du bootstrapping, c'est d'arriver à ce point-là le plus vite possible. Et c'est là où il va falloir du coup travailler beaucoup son agilité, etc. Ou une deuxième exécution, c'est de récupérer de l'argent de l'extérieur par des business angels ou ce que tu veux. Il y en a plein qui font ça, hein, il y a plein de boîtes qui le font. Et de pouvoir après très vite se concentrer, d'arriver très vite au default alive, plutôt parce qu'on démarre souvent en default dead. Et surtout les gens qui lèvent de l'argent, souvent ils vont le réinvestir très vite dans des recrutements. Et au prix où sont les salaires, vous vous doutez bien que c'est pas avec 1000-2000 euros de MRR qu'on est rentable. Donc il va falloir très vite arriver là-dedans. Mais je pense, et ça c'est le conseil que je me serais donné, je le redis, si t'es pas prêt à bosser 10 ans sur ce projet et sur les pivots qui vont suivre, et des fois tu vas démarrer dans une niche, mais tu vas simplement aller dans une autre, moi je pense que on se pose les mauvaises questions. Mais n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, le long terme, c'est quelque chose qui est très important. Et les gens qui pensent pas long terme, je pense aussi, c'est difficile d'être heureux en fait quand on pense pas long terme, parce que en fait tu prends le risque d'aller dans une hype qui te convient pas. Moi, je sais par exemple le dropshipping, c'est pas un truc qui m'accame. Et à chaque moment, j'avais songé à faire un SaaS là-dedans. C'est pas ma cam. Genre, j'aime pas forcément tout ce qui est e-commerce, c'est pas mon truc. C'est comme ça, tu vois. Le SaaS, j'adore. Il y a plein de sujets que j'adore, mais ça, si jamais je vais pour des raisons financières dans ce secteur-là, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de rester longtemps dedans et surtout de me prendre les claques que l'entrepreneuriat va m'imposer. Parce que l'entrepreneur, il fait toujours des claques. Hein. Donc, il y a un moment où tu as plutôt intérêt de kiffer ce que tu fais, sinon tu risques d'être encore plus difficile. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le livre, comment il s'appelle, From Impossible to Inevitable, j'ai aussi fait une vidéo sur la chaîne dessus, qui s'appelle L'année de l'enfer, The Year of Hell. The Year of Hell. Et c'est un chapitre super intéressant à lire parce que j'ai pu le voir sur certaines startups as the family où c'est jamais la première, c'est bien ce qu'il dit, hein, Jason Lemkin ou Aaron Ross, je sais plus qui c'est qui écrit, mais il dit que tous les startups, elles connaissent une année de l'enfer et que c'est jamais la première et que quand tu es dedans, tu te rends compte en fait que tout est extrêmement dur. Et ça tu les vois pas quand tu démarres ta boîte au début. Donc ça peut être du scale, ça peut être des trucs. Par exemple, moi je pense que l'année de l'enfer de Zuckerberg, si on l'avait en face de nous et qu'il nous posait cette question, je sais pas, hein, c'est une suggestion, mais à mon avis ce serait quand il y a eu les papers là à Londres, toute cette année-là, où il a dû s'expliquer devant comment ça s'appelait déjà les voilà, la boîte en question, c'était les Cambridge Analytica. Toute cette période-là, ça a été une période où Zuckerberg il est passé il a dû s'expliquer devant le Sénat, etc. Et en fait, ça, je pense qu'il avait jamais imaginé qu'il vivrait une année comme ça quand il a démarré Facebook. Donc, tout ça pour vous dire que quand on démarre, pensez long terme. Et quand on pense long terme, l'une des erreurs à éviter, c'est de construire dans le jardin des autres. Parce que on a pu le voir. Alors d'ailleurs, TweetHunter, je crois qu'ils ont fait une anecdote sur ça dans son interview. C'est que quand Elon Musk il a racheté Twitter, il a commencé à couper l'API et il l'a rendu payant très cher. Je sais plus combien c'est, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'année. Et alors eux, ils avaient le cash, hein, mais je crois que leur API en fait a été down pendant presque 24 heures ou 48 heures parce qu'il a coupé d'un coup. Et t'as le produit qui marche plus. Et ça, c'est toujours très compliqué quand tu construis dans le jardin des autres. D'avoir une vision de long terme parce que c'est ultra angoissant en fait, t'es ultra dépendant de la décision d'autres personnes. Et par exemple, il y a le cas de Sismic qui est une des entreprises faites par Loïc Lemer. Il raconte cette histoire en fait où parce qu'il connaissait le fondateur de Loïc Lemer, je me souviens plus le fondateur de Twitter, c'était
le gars qui a monté Medium derrière, il était parti le voir dans son bureau pour lui annoncer en fait que il coupait l'API. Donc Sysmic allait mourir parce qu'en fait il dégageait les serres de feature. Bon qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû revendre derrière et Sysmic a été revendu à Outsuite, je crois. Mais ça coupe le business et ta boîte meurt du jour au lendemain. Donc construire dans le jardin des autres, ça peut être une stratégie de croissance avec des stratégies d'intégration, ce qu'on appelle l'integration marketing. C'est ce qu'a fait absolument des boîtes comme Evernote. Evernote, ils ont été trop forts là-dessus. Vous pouvez regarder des case studies là-dessus. Mais par contre, si t'es uniquement dépendant d'une personne tierce, c'est un risque. Et ça, il faut en avoir conscience quand tu démarres une boîte. Ensuite, j'ai noté des choses sur... il l'a lancé en anglais directement pour le penser en international. Ça, c'est ce qu'avait fait Alex Delivet de Collect. C'est quelque chose qui peut faire sens pour beaucoup de produits au début. Et d'ailleurs, pour vous partager une anecdote, moi je suis bien content d'avoir fait ça parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de clients français. Le gros de ma base il est aux États-Unis et dans plein d'autres pays, mais j'ai pas beaucoup de personnes en France. Et donc c'est quand même chouette d'avoir misé sur l'anglais dès le début, sachant que ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai juste mis en place un module d'internationalisation. Mais par contre, en revanche, je viens nuancer. C'est pas nécessaire toujours de démarrer en anglais. Par exemple, Marc Copy, Selim, il racontait qu'au début, ils ont commencé en français pour simplifier l'acquisition client à la main et itérer. Donc en fait, on peut totalement démarrer en français. Ensuite, je pense qu'il faut être patient et se donner le temps de faire les choses. Il y a des boîtes qui ont démarré à 2 personnes et qui voulaient juste faire un lifestyle business en mode cash machine et qui ont aujourd'hui une très belle PME avec plusieurs dizaines d'employés. Et en fait, quand je dis penser long terme, c'est aussi avoir le recul nécessaire pour se dire que de toute façon, on va évoluer avec le temps et que je connais tellement des gens qui disent ouais, je veux pas manager ou je reste seul. Je monte ma boîte, je reste seul. Ou alors, ouais, je veux pas manager, j'ai pas envie d'avoir des employés, etc. Aujourd'hui, ils en ont 20, tu vois. Et bien ça, c'est juste qu'il faut se dire que des fois, tu as des concours de circonstances où tout simplement tu changes et tu te dis, je suis prêt à le faire. Parce qu'il y a des personnes qui vous disent qu'ils veulent pas d'enfants. Ça, j'en ai aussi plein des amis qui voulaient pas avoir d'enfants et aujourd'hui ils en ont, tu vois. Donc les gens changent. Il faut se laisser ce recul sur soi-même aussi en se disant qu'on va changer et qu'il faut être ouvert à tout en fait. Il faut être ouvert en fait au voyage. Et moi mon père il me disait toujours cette phrase, c'est que la personne que tu seras dans 10 ans, elle est différente de la personne que tu es aujourd'hui, et celle qui sera dans 20 ans, elle sera différente de la personne que tu seras dans 10 ans, et même toi-même, la personne que tu es aujourd'hui, à 30 ans, elle est différente de ce que tu étais à 20 ans, et ça, je peux en témoigner. Je suis pas du tout la même personne, et enfin, j'ai toujours les mêmes traits de caractère, mais il y a des choses sur lesquelles je suis beaucoup moins tête brûlée, on va dire. Et ça, c'est quand on est jeune, en tout cas, il faut avoir ce recul de se dire, ok, on est sur du long terme, et je vais évoluer à mon rythme. Et il faut voir loin. Mais c'est important en fait de ne pas se mettre dans une case et de ne pas se laisser le temps d'évoluer au cours du voyage. Et ça, c'est une erreur pour moi. D'être extrêmement borné sur qu'est-ce qu'on veut faire et de ne pas se laisser en fait la liberté d'évoluer. Et on en est la première victime. Le 5e conseil. Si tu veux vraiment faire du produit, en fait, va falloir bosser au quotidien l'agilité. Et ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. L'agilité, c'est vraiment un truc sur lequel j'apporte pas mal de réflexion. Et donc, au Julien, d'il y a quelques années, je lui dirais 2 choses. Alors, je lui dirais que les stratégies de monorepo, c'est quelque chose d'extrêmement productif. Je suis un très très grand fan de TurboRepo. Je regrette de ne pas l'avoir utilisé avant, mais c'est vraiment quelque chose qui rend beaucoup plus productif et qui n'est pas forcément très long à mettre en place. J'ai fait aussi une vidéo sur la chaîne d'ailleurs, tiens, ça tombe bien, si vous voulez regarder. Et ensuite, c'est que les tests, c'est quelque chose qui sont vraiment un énorme avantage. Moi, je fais partie de la team test. Un jour, je vous ferai une vidéo sur pourquoi j'adore les tests et tous les trucs que ça permet de gagner tellement de temps quand on produit scale. Parce qu'en fait, je sais pas, tu mets à jour un package NPM et tu lances tous tes tests et t'es sûr que le mec qui a fait la package, il a rien pété. Et tu t'en aperçois pas à 5h du matin avec une alerte sur ta status page, en fait, que t'as un truc à péter parce que le gars, il a pas respecté la norme server. Ou alors que toi, t'as refactoré un truc et en fait, tu t'en es pas rendu compte, mais t'as pété la fonctionnalité d'à côté. Ça, moi, les tests, je trouve ça trop stylé. Et en plus, ça permet aussi de dégager plein d'outils comme Postman, etc. Ça permet une fois que tu as vraiment compris le système, les gens disent, et c'est pour ça que c'était mon point, les gens disent que ça prend plus de temps d'écrire les tests. Je vais vous dire une chose, quand les tests ils sont bien faits et qu'on a l'habitude de les faire, on va plus vite. On code plus vite. Parce qu'en fait, tu écris le test, et en plus, maintenant, je vais vous donner un autre truc, tu écris tes tests, et qu'est-ce que tu fais après? Tu prends tous tes tests, tu les balances à ChatGPT et tu me dis vas-y code-moi la fonction. Et ChatGPT te code la fonction. Et voilà.
et elle est trop stylée, elle marche bien, etc. Et après, tu peux même lui dire, ça m'arrive, non, elle est trop longue, tu peux me la simplifier. Et il te la simplifie. Et ça m'arrive tellement de fois. Donc en fait, les tests, c'est quelque chose qui permet de gagner en agilité. Et je ferai une vidéo un jour sur l'agilité parce que j'ai plein de tips à donner. C'est sur ça que j'apprends au quotidien. Je les note tous. À chaque fois que j'en apprends, je les note. Et c'est vraiment puissant. Et je vois que moi, je pourrais gagner beaucoup en agilité justement sur certains sujets. Et que, en fait, comment ça, c'est faire un produit. Et que faire un produit, c'est long. Il y a faire démarrer un SaaS, c'est quelque chose qui est long et painful au début. Et j'ai quand même noté un point important qu'il faut prendre en compte, parce que je m'attends à ces remarques-là. Le seul souci, c'est que tu peux prendre un temps fou à constituer ta stack. Et à la fin de la journée, le client, il s'en fiche de comment c'est codé derrière. Mais par contre, il sera peu satisfait si le service n'est pas fonctionnel en termes de disponibilité et qu'il tombe régulièrement. Et moi, je trouve que tout ça, les tests et cette notion de recherche et agilité, c'est quelque chose qui aide à faire en sorte que ton produit, il casse pas et que tu ailles plus vite. Alexandre Louisi de Upflow, j'ai dit un truc super intéressant, c'est qu'il faut comprendre et accepter qu'au moment où tu as l'idée, 80% de ce que tu fais, en fait, ça va finir à la poubelle. Et c'est pour cela qu'il est important de travailler son agilité. Parce qu'en fait, plus tu es agile, plus tu vas faire les 20% qui vont servir. Et tu vas réussir à les faire grossir, etc. au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est un autre point important. Jean de Roglo, Drag Collectif, il y avait peu d'automatisation au début. Beaucoup de choses étaient faites manuellement. Et d'ailleurs, Charles Cohen de Bodyguard, qui est une solution pour faire de la modération, il explique qu'avant de commencer à construire ses algorithmes, donc pour vérifier par exemple des insultes dans des messages, il a fait beaucoup de choses à la main, comme classifier les tweets injurieux, etc. Il s'est vraiment mis dans le costume d'un modérateur. C'est ce qu'il a fait pendant les 6 premiers mois. Et ça, cette notion de faire les choses à la main pour gagner en agilité, ça évite un truc que je vois souvent, et que je fais aussi cette erreur, c'est que tu te mets à développer un truc, alors qu'en réalité, tu peux le faire à la main, ça prend moins de temps, tu vois. Parce que c'est plus facile à trier à la main que de construire le script qui va t'être trié. Alors certes, si tu as besoin de ton script régulièrement, pourquoi pas le coder. Mais en vrai, s'il te sert que ponctuellement, 1 à 2 fois par an, des fois, il vaut mieux passer du temps à le faire les choses à la main pour vraiment voir, pour gagner du temps. Donc cette notion de bosser au quotidien son agilité, et c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est un des conseils que je me serais également donné. Le 6e point, et d'ailleurs c'est probablement l'un des plus importants, c'est que quand on va démarrer un SaaS, il va falloir démarrer sur une quête unique de la fonctionnalité qui va faire de la valeur pour notre ICP qu'on a déterminé. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le framework NPE pour Narrative Primitive Enablers, pour en prendre conscience. Et ça évite en fait de se perdre soi-même dans les méandres d'un produit dont on pense qu'il manque sans cesse la prochaine fonctionnalité ou qu'on n'a pas, et que c'est pour ça qu'en fait on grossit pas. En fait, une fois qu'on a trouvé la primitive, tout s'éclaircit dans notre tête. Et tous les enablers qu'on va faire, en fait, c'est simple. Toutes les fonctionnalités qui ne sont pas des enablers, 9 fois sur 10, ça dégage. Alors, il y a des fonctionnalités, c'est pas des enablers. Par exemple, mettre en place la TVA sur son site, ça, va falloir le faire de toute façon. Mais c'est pas un enabler, mais il faut le faire. Bon, là, ça fait partie des 10% des fonctionnalités qu'il va falloir faire quand même. Mais par contre, tout le reste, si c'est pas un enabler, ça dégage. Et ça vous simplifie votre roadmap, ça vous simplifie votre exécution, et surtout, ça vous force à être dans un mindset de je fais ça, et je le fais bien. Et c'est un des conseils moi, que je retiens, qu'on m'avais donné quand j'étais jeune, j'avais 19 ans, 20 ans. J'avais peut-être raconté plusieurs fois dans une vidéo, mais j'avais dit à Quentin Adam, c'est quoi le conseil que tu serais donné il y a 10 ans? Il m'avait dit, fais ça. C'est le mec qui a créé Clever Cloud. Parce que ça va tellement être le bordel de faire ça, que si tu essaies de faire ça, tu vas exploser en vol. Surtout si c'est ta première boîte. Donc, pour confirmer ce propos, Baptiste Jézékel Devabout, Jean-Baptiste, il nous raconte, quand tu démarres, tu as généralement une seule fonctionnalité, et par conséquent, tu n'as pas vraiment besoin de Product Tour. Donc aussi, on se simplifie la vie en se concentrant sur une chose. Jérémy de Favicon, il explique qu'au début, ils se sont concentrés sur un seul réseau social dès le début. Baptiste Jamin de Crisp, il explique qu'arriver avec un produit simple, c'est extrêmement clé. Quand on parle de MVP, ne retenez pas que le minimum, mais il y a surtout le viable. Donc en fait, dans viable, on parle de primitive. On parle de notre primitive, c'est la primitive qui doit être viable. Jean Moreau de Phoenix, le meilleur conseil qu'on lui a donné, et il ne l'a jamais suivi, c'est focus and keep it simple.
Si c'était à refaire, il essayerait de simplifier davantage la boîte. Alors eux, Phoenix, ils se sont retrouvés dans... Enfin, je vous laisserai écouter l'interview, mais en fait, ils ont à la fois une application comme Too Good To Go et aussi, je crois, un système de marketplace avec des... Enfin bref, il y a deux business models différents, donc j'imagine que ça doit être extrêmement compliqué à piloter au quotidien, ce genre de boîte. Charles Coel de Bodyguard, leur MVP il était très simple, récupérer les commentaires et supprimer ceux qui sont problématiques. Point final, de la modération pure. C'était le besoin principal, c'était sa primitive. C'est ta primitive en fait. Le reste des features, elles ont suivi progressivement en parlant avec leurs clients via feedback. Donc en fait, c'est cette notion de se concentrer sur la valeur. Leonardi de Vardelan. Quand on a une activité mixte, à la fois SaaS et Marketplace, c'est tout de suite plus compliqué de valoriser l'entreprise. Souvent, il faut regarder comment les concurrents, notamment aux US, sont valorisés. Et ça, cette notion, pourquoi je l'ai mis, c'est parce que, en général, quand on démarre et qu'on commence à avoir deux business models, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le travail que ça va être, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Phoenix, d'où son commentaire juste avant. Deux business models, c'est compliqué. Hein. Les gens qui veulent faire à la fois des Marketplace et un SaaS, faut être armé. Hein. Et quand je dis armé, c'est qu'il faut avoir du cash. Et de la ressource humaine aussi pour le développement. Et la vente. Et la simplification du produit et tout ce qui va avec. Mark Copy. Céline me disait qu'on a aussi fait cette erreur qui consiste à créer trop de fonctionnalités, notamment à vouloir faire du all-in-one day one. Bah ça, c'est les gens qui... C'est typiquement, j'appelle ça l'erreur HubSpot. C'est... en fait, tu finis par à vouloir faire un HubSpot parce que tu es tout le temps en train de réfléchir et tu es en train de faire les wireframes, etc. Et à la fin, en fait, tu as passé 5 mois à faire tes wireframes et tu as recréé HubSpot sur wireframe. Mais le truc, c'est qu'en fait, maintenant, il va falloir faire le produit et que bonne chance pour le faire comprendre à la première visite à tes clients. Et surtout pour capter où se trouve la valeur dans tout cet amas de features. Antoine Fort de Cobra, il faut protéger la tech et le produit au début pour ne pas partir dans tous les sens et du coup savoir quand il faut refuser des clients. Moins de features, mais des features qui fonctionnent parfaitement bien. Voilà, moi cette notion de se concentrer sur la valeur, encore une fois, et de faire ça, mais de faire ça, mais de le faire très bien. Antoine Legendre de Freebie. En clair, il est important de construire et d'améliorer son MVP avec les utilisateurs plutôt que de se baser uniquement sur les convictions des fondateurs. Et ça aussi, j'ai bien aimé cette phrase-là et c'est pour ça que j'ai mis dans cette section. C'est parce que les gens qui sont... En fait, il vaut mieux être observateur que dogmatique. L'observation, ça doit toujours primer sur la doctrine. Si tous les gens qui sont dogmatiques en général, ça se finira rarement bien. Par contre, les gens qui sont observateurs, agiles et qui qui ont des convictions fortes, hein, mais qui sont à la fois aussi observateurs, là tu fais mal. Parce que tu as une conviction, mais tu es observateur et tu vas très vite réorienter la boussole quand tu vas dans le mur. Ou quand tu vas pas dans la bonne direction. C'est un peu comme dans Mario, tu vois. Tu réajustes pour choper l'étoile ou le champignon qui, bam, qui va te donner l'accélération. Parce que t'as visé juste. Au début, t'allais pas totalement sur le champignon au début. Sébastien Bayet de Agicap, la dernière. Au début, il faut faire des hypothèses qui sont fortes, les faire sur papier, pas besoin de produit, pour avancer par petites étapes et converger vers un produit qui est utile. Donc bon, ça c'était le conseil 6, hein, c'est de faire les choses simples en se concentrant sur le framework NPE, sur la primitive. Il y a un autre conseil que je me serais donné, alors il en reste combien? 7, 8, 9, 10, il en reste 4. Je vais essayer de les faire un peu plus vite. Mais celui-là, il est important. Ça, en fait, il faut déployer le plus rapidement possible. Quand tu fais ton SaaS, vraiment, je sais, on entend parler de cette phrase partout, tout le monde le sait, hein, c'est si tu n'as pas lancé ton produit et que tu n'as pas honte, alors tu l'as lancé en retard. Si tu lances ton produit et que tu n'as pas honte quand tu l'as lancé, c'est que tu l'as lancé trop tard. Oui, ça on la connaît, c'est la phrase de Reid Hoffman de LinkedIn. Et le problème de ça, c'est que, en fait, malgré qu'on en ait conscience, on ne le fait pas. Et pour le coup, je l'ai fait pour ce produit, pour le produit sur lequel je bosse, là, The Company's API. Et en fait, il faut lancer le plus tôt possible. Et je vais vous raconter une histoire, j'avais raconté dans un autre épisode. C'est qu'en fait, j'avais foutu une GitHub Action qui déployait automatiquement mon site à chaque fois que je pushais. Et je savais pas qu'il y avait des gens dessus. Enfin, c'était en ligne en fait, tu pouvais aller dessus, mais ça marchait pas du tout. Mais j'en fichais. J'avais juste fait ça pour des fins de SEO à la base. Et un jour, je me connecte sur le Stripe, genre en mode, je sais pas, 4 mois plus tard, et je vois un paiement de 100 balles. Je fais, c'est quoi ces conneries? C'est même pas le compte de Stripe de dev en plus et tout. Je regarde et tout. Et là, je vois, il y avait un Allemand qui avait payé. Je fais, mais comment il a fait pour payer, etc. Enfin, je savais que le module de paiement marchait, mais je me dis, mais c'est trop bizarre en fait. Comment ça se fait? Et là, je commence à regarder, et je vois effectivement le paiement était passé. Et qu'est-ce qu'il y avait eu?
je revenais dans Crisp là, pour voir les discussions, et il y avait un mec qui me raconte, qui me disait, parce que je savais pas activer les emails, ton produit marche pas, rembourse-moi, je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Ça fonctionne pas, j'arrive pas à sortir les boîtes. Bon bah ça en fait, moi je l'ai remboursé le gars. Mais le truc, c'est que ça c'est un énorme signal. Donc il faut lancer le plus vite possible. Et je vais vous raconter aussi un autre truc. Maintenant avec l'âge, je suis un peu plus habitué. C'est que les gens ils s'en foutent de ce que vous faites et il y a personne qui vous attend. En fait la probabilité que vous vendez, que vous lancez votre produit et que votre taux de rebond il soit extrêmement fort, elle est énorme. En fait, vous allez lancer votre produit, au début, tout le monde s'en fout, en fait, personne ne vous attend. Les gens, ils sont déjà dans leur vie, etc., ils ont déjà plein de trucs à gérer, ils s'en foutent de ce que vous faites. Donc, il faut absolument mettre son ego de côté et de se dire, ah, si ça marche pas, je vais avoir quelqu'un qui tombe sur une fonctionnalité, elle est cassée, et on s'en fout, en fait. Le vrai hack, pour moi, c'est que tu mets en ligne le plus vite possible et tu tires profit de l'énergie positive qui découle du fait de lancer son produit et de le voir en ligne évoluer au fil des jours. C'est comme ça en fait qu'on hack pour moi l'énergie positive. Et je sais qu'il y a des gens qui me diront, et c'est pour ça que j'en reviens au premier point, hein, c'est que chaque histoire est différente et qu'il n'y a pas un schéma classique. Mais en tout cas, dans l'exécution que j'aime bien, moi je conseille en tout cas vraiment de lancer le plus vite possible parce que ça donne une énergie positive super dès le début, tu vois. Et on s'en fout en fait, personne nous attend. Et alors pire, il y a 3 mecs qui s'inscrivent et son produit est cassé, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Ils vont pas mettre des mauvaises reviews sur Capterra ou te chercher chez toi pour te menacer. Enfin, ils s'en foutent en fait. Personne nous attend. Par contre, l'énergie positive à taper l'URL de son site et de voir son SaaS qui est en ligne et qui évolue, ça n'a pas de prix. Et moi, je trouve que la plupart des gens, ils sont trop. Il y a trop d'ego en fait. Il y a trop d'ego. On s'en fout. Il faut avancer en fait. Et les gens, il y a personne qui vous attend en tournant. Les seuls qu'on attend en tournant, c'est ceux qui ont fait des énormes boîtes avant et qui cette fois-ci se relancent et du coup ils se servent de leur personal branding ou de leurs aventures précédentes en tant que marketing pour avancer, tu vois. Et eux, ils peuvent pas se permettre de pouvoir lancer un truc qui marche pas. La plupart des gens, c'est que nous, quand on n'existe pas et qu'on nous connaît pas, voilà, on s'en fout en fait. Tu lances. Et Caroline Mignot de Richmaker, elle expliquait qu'au début, c'est pas uniquement des clients dont tu as besoin, mais c'est du knowledge, de la connaissance pour itérer sur ton produit. Et le fait de l'avoir en ligne très tôt, ça te permet d'itérer. Comme je vous expliquais l'histoire avec l'allemand, forcément, moi, j'ai vu direct que les gens étaient prêts à payer pour ça. C'est un signal qui a de la valeur. Bien plus que de réfléchir sur 50 000 ans sur un business plan, sur papier, de qu'est-ce que ça va me donner. Là, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc il faut lancer, mettez une GitHub Action, foutez en ligne et pas d'ego en fait. Le point numéro 8. Dans le SaaS, quand tu sais coder, ça reste quand même un gros plus. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui ferait un SaaS. Moi, je l'encourage à savoir coder. Je vais nuancer. Et encore, je reviens au point numéro 1, chaque histoire est différente. Il y a des mecs qui ne savent pas coder, qui ont fait des super produits. D'ailleurs, la personne que j'ai expliqué juste avant, là, de Wisepop. Mais je vais expliquer pourquoi je pense que savoir coder, ça va être un plus, surtout quand on rentre dans le milieu du SaaS et qu'on n'est pas dans des secteurs autres où on n'a pas besoin de savoir. Le seul moyen, alors, c'est qu'en fait, par exemple, Thibaut Clément de Lumni, il a appris à coder alors qu'il venait du marketing. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont monté des SaaS et ils ont fait le wagon. Ils ne savaient pas coder, mais ils ont fait le wagon, ils ont pris leur CPF ou je ne sais pas quoi, ils ont financé eux-mêmes le wagon. Et c'est une super école, le wagon, c'est un bootcamp de 3 mois. Et ça leur a permis de rencontrer des fois un cofondateur et surtout de lancer un produit, un premier truc fonctionnel qui fonctionne. Et je sais qu'aujourd'hui, il existe des fonctionnalités de nos codes. D'ailleurs, Baptiste de Jézéquel, il racontait qu'avec EvaBoot, tu peux faire des apps super rapidement avec Bubble.io. Je ne sais pas s'il l'a utilisé, je crois pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il a utilisé pour des produits, des landing pages, etc. Mais en tout cas, j'ai vu en démo quelqu'un cette semaine qui m'a fait une démo de son SaaS. Il avait tout codé avec Bubble.io. J'étais assez impressionné. Je ne savais pas que c'était aussi puissant. Ça, c'est bien en fait. C'est le bon mindset. Il démarre vite. Par contre, je pense que quand tu sais coder, c'est vraiment un énorme avantage parce que il y a 2 cas de configuration où tu n'as pas vraiment besoin de savoir coder. En fait, si tu es un sales et que tu es accompagné d'un développeur, ça a été le cas de Jean-Baptiste et de Robin de EvaBoot, là, ok, ça peut fonctionner. Il y en a un les pages sont très délimitées. Il y en a un qui va jouer avec du no-code et qui va vendre et l'autre qui va créer le produit, certes. Ou, tu as un deuxième cas aussi que j'ai vu, c'est des gens qui ont de l'argent sur le compte parce qu'ils ont levé de l'argent. Les 2 fondateurs, ils ne savent pas coder, mais ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont le cash pour prendre les freelances, les manager et leur faire leurs produits. Mais si tu n'as pas de cash et que vous êtes 2 sales ou 2 personnes à profil marketing et que vous voulez faire un SaaS, c'est mon avis, mais apprendre à coder très rapidement, ça va être quelque chose qui va être absolument nécessaire pour avancer vite. Tu n'as pas de cash,
Tu sais pas, et surtout, les gens ils sous-estiment. Franchement, la vérité, si tu es sérieux et tu travailles dur, en un an, 12 à 18 mois, tu peux vraiment commencer si tu es devant l'ordinateur et que tu restes, et que tu es le matin jusqu'au soir et que tu codes et que tu avances, même si tu sais pas coder au début, en 18 mois, tu peux faire des choses. Et c'est des skills qui... Au moins, je préfère des gens qui sont comme ça, qui se cherchent pas d'excuses et qui sont dans l'action, plutôt que des personnes qui essayent de chercher de l'argent à gauche à droite pour monter leurs produits. Même si je sais qu'il y a eu des contre-exemples, hein, il y en a plein. Mais je trouve que quand on n'a pas de cash, et surtout des gens qui savent qu'ils vont pas lever de l'argent en fait. Encore, il y a une différence quand tu as deux personnes qui savent qu'ils vont lever de l'argent, etc. Oui, là, c'est une vraie stratégie. Mais quand des personnes j'en ai vu plein, hein, personne ne va leur donner de l'argent en fait. Ils ont jamais rien fait. Enfin, à part du love money, en fait, je vois pas comment ils pourraient récupérer du cash. À ce moment-là, moi, je vous conseille, ne surestimez pas ne surestimez pas le temps que ça prend de coder. Vous en êtes capable, avancez, et ça, quand on fait du SaaS, je trouve que c'est important. Alors, le point numéro 9. Il faut se couper des réseaux sociaux et éviter le FOMO, qui résulte de la comparaison. En fait, une bonne boussole... je trouve que ça revient à ce que je disais sur on est en compétition avec nous-mêmes et on fait notre bout de chemin. Et une bonne boussole que j'ai mis en place, moi que j'utilise tout le temps, chaque matin j'écoute un podcast, pas très long, hein, mais j'écoute 20 minutes de podcast sur le SaaS. Alors là j'ai SaaS Connection, SaaS Club, j'en avais un autre aussi que j'écoutais de Nathan Latka, je sais plus son nom, mais en fait j'ai 3-4 podcasts que j'écoute régulièrement sur le SaaS. C'est une bonne boussole, ça me permet de voir un peu de voir un peu comment les gens exécutent dans ce milieu. Et ensuite, le deuxième secteur que j'utilise, c'est je suis abonné aux bonnes chaînes YouTube, etc. Et ensuite, tu restes devant l'ordinateur et tu codes et tu vends. Voilà. Dès que tu commences à te perdre sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Twitter, à moins vraiment d'être extrêmement strict sur qui tu suis, mais c'est difficile avec les algorithmes de suggestion. Franchement, il y a je suis désolé, mais il y a plein de trucs, c'est vraiment... c'est pas value-centrique en fait. Et ça, je pense que c'est de la perte de temps. Clairement, dégagez ça. Vous voulez vraiment apprendre des choses sérieuses, vous écoutez des podcasts, vous vous abonnez aux bonnes chaînes YouTube et vous les consultez régulièrement. Ou vous lisez des articles sur Medium, etc. Il y a des très bons articles. Et ensuite, tu restes devant l'ordinateur, tu codes et tu vends. Et c'est la seule chose qui compte. Et c'est l'extra mile pour moi qui fait toute la différence. Il faut toujours garder en tête qu'il y a dans le business... il y a des gens dont le business, c'est de vous vendre une méthode qui va vous rendre les choses faciles. La vérité, c'est que si tu veux que les choses elles soient faciles, tu fais pas d'entrepreneuriat en fait. Hein. Il y a plein de trucs bien plus simples que de faire de l'entrepreneuriat et surtout tu fais pas du SaaS en fait. Et tu fais pas du hardware non plus, encore pire. Si tu veux des choses simples, tu fais pas ça. Donc il y a un moment, moi c'est pour ça que ce point-là, c'est ce que j'aurais dit au Julien, et je l'assume, avec le point numéro 9. Écarte les réseaux sociaux, tu les regardes ponctuellement, mais podcast et YouTube, c'est un combo trop stylé pour apprendre vite. Accouplé à de l'exécution où tu cherches à faire l'extra mile. Tu vois, là, il est 22h30, je suis en train de faire la vidéo. Chaque soir, tu avances et tu ne cherches pas l'excuse. C'est comme ça, en fait, par petits pas que tu avances. Point numéro 10, et le dernier. C'est un point très personnel, celui-là. Et ça tombe bien, ça fera une vidéo qu'une heure, parce que j'aime pas trop quand ça dure plus que ça. Faut pas attendre que les étoiles elles soient alignées pour démarrer. Quitte à faire les choses seuls quand on démarre. Quand tu deviens une opportunité, en fait, les gens ils sont plus à même de sauter dans le navire. Moi, j'aime bien cette métaphore, en fait, de se dire que tu construis ton navire et progressivement, ta barque, en fait, t'es dans ta barque, tu vois, tu rames. Littéralement, hein, c'est vraiment l'image. Hein, t'es en train de ramer, tu vois. Et puis peu à peu, t'avances, etc. Et puis ta coque, elle se durcit. Tu passes de la rame à la pagaie de kayak et tu gagnes en momentum, en fait. Et tu avances de plus en plus vite. Et puis là, ça y est, tu vas commencer à avoir des gens qui vont te rejoindre. Mais cette situation-là, si tu attends que les étoiles soient alignées et que tu essaies de convaincre les gens de te rejoindre et qu'en fait personne n'est prêt à, comme j'ai dit au point juste avant, bosser 10 ans sur ce produit, parce que c'est ça la vraie question d'un fondateur. Quand un mec qui rentre dans ton aventure, t'as plutôt intérêt, est-ce que tu as envie de bosser avec 10 ans avec lui, hein, et surtout, est-ce que lui, il a envie de le faire aussi? Parce que ce qui peut arriver, et ça c'est terrible pour les captables, et je l'ai vu, le mec, il fait une boîte avec quelqu'un, le gars, il bosse pendant 1 an et demi avec la boîte, il prend 50% des parts, et d'ailleurs, il en parlait même dans le bouquin The SaaS Playbook, j'ai aussi fait une vidéo dessus, et le mec, il se casse, ou il bosse plus, parce qu'il a envie de faire autre chose. Et comment tu fais pour lui? Il veut pas vendre les parts. En fait, là, t'as une captable, elle est niquée. Hein. Elle est complètement niquée. T'as un mec qui a 50% des parts ou une personne et qui veut pas partir. Donc, au début, faut pas attendre que l'histoire soit alignée. Il faut avancer.
même si tu fais tout seul. Moi, j'ai démarré tout seul, je suis plus tout seul aujourd'hui. Et tu gagnes en momentum au fur et à mesure. Et le seul truc, et c'est pour ça que c'est un point personnel, et c'est ce que je me serais dit aussi avant, c'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais que voyager seul, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et je sais que c'est pas fait pour moi. Et que construire et célébrer les victoires à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et je vais vous raconter une histoire. C'est que moi, quand j'ai démarré seul pendant 4 ans pour trouver une idée, pas pour avancer dans une direction, je me souviens quand j'ai commencé à avoir du momentum, etc., je commençais à vivre mon produit, c'était cool. Mais c'est pas la même chose. Franchement, je me souviens, je faisais mon Product Hunt, j'étais tout seul dans mon ordi en train de faire mon Product Hunt. Et merci aux gens qui m'ont voté d'ailleurs. Et ça j'étais content, j'avais passé une bonne journée, c'est intense tout seul. Hein. Et bah en fait à la fin, le lendemain c'est trop marrant parce qu'il y avait mes potes de Use Gmo qui faisaient leur Product Hunt le lendemain même. C'était vraiment un hasard. Et je les enviais, tu vois. Ils étaient en train de louer, ils avaient loué un truc dans les montagnes. Ils étaient tous en train de, ils me envoyaient des photos dans le groupe WhatsApp. Et ils étaient tous autour de la table en train de hustle, tu vois. Et je me disais, ouais, franchement, c'est quand même plus stylé, hein. C'est quand même vraiment plus stylé. Et c'est pour ça aussi que je kiffe plus les sports collectifs que les sports individuels. J'ai toujours préféré le football, le handball, le basket, que le tennis et que le judo ou que la boxe. Même si j'aime bien la boxe pour le coup, c'est vraiment un contre-exemple. Mais que le tennis, etc. Et parce qu'en fait, je sais pas, je trouve que c'est gagner à plusieurs, c'est 100 fois plus de saveur que de gagner tout seul. Ça a 100 fois plus de saveur. Et aussi l'autre point que je voulais aborder, c'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais surtout, il faut pas oublier une chose. Et c'est la morale d'un de mes films préférés, de Into the Wild. C'est qu'au final, en fait, le bonheur, c'est les gens. Et ça, on peut rien y faire. Vous pouvez gagner des milliers, des cents, vous barrer où vous voulez. Mais au final, il y a un moment où si on n'a pas les gens qu'on aime autour de nous, on risque de regarder le plafond, même si on est sur une île paradisiaque, et on est en train de se demander qu'est-ce qu'on fout là. Donc voilà. Le bonheur, c'est les gens, et c'est un des conseils que je me serais donné, c'est qu'il faut démarrer seul si t'as pas le choix, et qu'à terme, quand tu deviens une opportunité, tu vas avoir des gens qui vont te rejoindre, et c'est cool. Et de toute façon, des fois, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc ça sert à rien de chercher des excuses, t'avances. Donc voilà les 10 conseils que je me serais donné. J'ai mis une dernière phrase d'ailleurs, c'est pour démarrer, c'est Cobra de Antoine Force. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour démarrer le projet avec ses 2 associés, ils ont loué une belle maison avec une piscine à Malte et ils ont fait que du produit pendant 3 semaines, tous ensemble. Et ça devait être, je pense, un sacré moment qu'ils ont vécu ensemble. Et ça leur a permis de voir en fait pendant 3 semaines de développer une sorte de MVP. Et c'est très agile, hein, c'est bien. Et voilà, et tu vois, ils se sont fait plaisir, ils ont loué une piscine à Malte et ils ont avancé. Et cette notion vraiment de tout le monde n'est pas fait pour être solo founder. En ce moment, il y a une hype sur le solo funding et je suis passé par là. J'ai fait le solo funding et c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je sais que c'est pas fait pour moi. Et c'est pas fait pour moi indéfiniment, en tout cas. Et donc, faut aussi se connaître soi-même et savoir si une hype, elle nous correspond ou pas. Bon, et écoutez, ça fait 1 heure. C'est parfait. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire les conseils que vous serez donnés aussi avant de faire votre SaaS. C'est toujours très intéressant et ça m'aidera. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like et à mettre 5 étoiles sur l'Apple Podcast pour donner de la force. Je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt.